Pourquoi est-ce que j'attire tout le temps les mêmes J'étais amoureuse de son potentiel ouais. Et pas de la personne qu'il était. On t'embrasse, merci à toi. Et ça, c'est la plus grosse erreur dans une relation. On veut quelqu'un alors qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on n'est pas en capacité de faire. Mais il y a des hommes justement qui n'arrivent pas à être en couple avec des femmes qui sont trop indépendantes parce qu'ils ressentent qu'ils ont rien à leur apporter. Ouais. Et la manière que l'homme a d'aimer et la manière que la femme a d'aimer est complètement différente. Et ça permet justement de comprendre cette balance et que ces différences font qu'on s'unit aussi et qu'on puisse comprendre un peu le fonctionnement de l'un. Et même messieurs, s'il y a des hommes qui regardent ce podcast, à l'inverse, lisez-le pour comprendre vos femmes. Bienvenue dans World Therapy, le premier podcast qui prend soin de ta santé mentale et physique. Ici, on t'accompagne avec des coachs spécialisés pour répondre à des problématiques personnelles. Es-tu prêt pour cette première balade? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Kevin à mes côtés, qui est un coach spécialisé dans les relations et qui va nous aider à répondre à la problématique suivante. Pourquoi j'attire toujours les mêmes types d'hommes? Kevin, merci d'être avec moi aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir. Un plaisir partagé, vraiment. Est-ce que, avant de te présenter, on n'expliquerait pas comment on s'est rencontrés? C'est quand même une sacrée anecdote. C'est assez rigolo. Je pense qu'elle mérite d'être racontée, ouais. Ok, ça marche. Je commence? Vas-y, je t'en prie. Okay. Comme ça, j'ai ta version et moi, j'ai la mienne. Allez, ça marche. Avec Kevin, on était tous les deux invités à un anniversaire d'un ami en commun. Et voilà, faut imaginer le restaurant, ambiance, musique et une immense table. Donc du coup, j'étais à une extrémité, t'étais à l'autre. Exactement. C'est bien ça. Et en fait, donc on fait le repas, tout ça, et c'est comme c'est un restaurant qui est quand même ambiancé. Après, on a la partie club. Ouais. Il a fallu que les lumières s'allument pour que je voie Kevin et je dis mais je te connais toi en fait. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Non. Sauf qu'il y avait à peu près 4-5 heures de décalage entre le moment où du coup on s'est rencontrés et le moment où tu es venu me voir en me disant que tu me connaissais. C'est ça. Est-ce que maintenant tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach? Ouais, bon du coup je m'appelle Kevin Ben, j'ai 36 ans. Alors moi j'ai été formaté en étant un bon petit salarié. C'est-à-dire que toute ma vie j'ai grandi avec l'idée que pour réussir dans la vie il fallait faire des études, donc faire des études, travailler dans une grande entreprise, avoir la sécurité, etc. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'étais un bon petit soldat, donc j'ai tout fait, mes études, mon bac plus 5, j'étais à l'étranger, j'étais spécialisé dans les systèmes d'information, donc dans l'informatique. Et jusqu'au jour en fait où j'ai réalisé que je m'étais raconté un énorme mensonge parce que je n'étais pas plus heureux, pas plus épanoui. Et je me suis dit merde, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié en chemin. Et je me suis rendu compte que c'était moi que j'avais oublié en chemin. Ok, waouh. Et comment tu as eu ce déclic? Parce que tu as ciblé que tu n'étais pas heureux, tu as fait des études, tu as été à l'étranger. Ouais. En gros, tu cochais un peu toutes les cases que ce que la société veut nous faire entendre. Ouais. Qu'est-ce qui a été différent, à part le fait de sentir au niveau de tes émotions que ça allait pas trop? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que j'ai arrêté d'être dans le déni au bout de donc 33 années de ma vie. En fait, c'est un peu compliqué peut-être à imaginer, mais c'est comme si dans ma tête, j'avais une liste de choses qu'il fallait faire pour être heureux. Donc vraiment, check, j'ai fait mon bac plus 5, check, j'ai acheté ma maison, check, j'ai ma petite voiture, check, il me manquait limite les enfants et le chien pour avoir la vie d'une série américaine. Et je me suis dit, enfin, je suis pas heureux dans ce que je fais. Je suis pas heureux à me lever tous les matins pour aller au travail. Je suis pas heureux à faire ce que je fais. Je me reconnais pas dans ce que je fais. Déjà, les émotions à ce moment-là sont remontées à la surface. J'ai été dans un burn-out complet pendant un peu plus d'1 an. Donc c'était vraiment, j'étais au fond du trou, vraiment au fond du trou total. Et à ce moment-là, j'avais deux solutions. Je me suis dit, ok, soit en fait, je continue dans cette vie qui ne me rend pas épanoui, à me mentir, à continuer à me mentir à moi-même. Ou alors je change totalement de vie à la découverte de moi-même et c'est justement ce que j'ai fait. Ok, cool. Et du coup, quelle pratique tu as adoptée pour justement te découvrir, savoir vraiment qui tu étais? Alors c'est un long processus et je pense que de toute façon on n'arrête jamais de se découvrir. C'est vraiment toute la vie. Dans mon cas, ça a été tout quitter sans roue de secours en me disant ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc j'ai lancé énormément de projets, j'ai fait plein de choses, ça a été que des échecs, mais c'est justement comme on dit, c'est dans les échecs qu'on apprend et en fait je me suis beaucoup formé. En l'espace de 2 ans, je crois que j'ai dû dépenser quasiment 15 000 euros
en formation pour aller à la rencontre de moi-même, pour savoir qui j'étais, ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce que je ne voulais plus, ce que j'étais capable de faire, etc. etc. Ok. En vrai, c'est un réel investissement personnel que tu as fait sur toi. Complètement. Pour la première fois de ma vie. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais investi dans un diplôme, j'avais investi dans une carrière, mais je savais toujours pas qui j'étais. Donc il a fallu que j'investisse réellement pour la première fois en moi, pour savoir ce que j'étais capable de faire et ce qui m'a amené aujourd'hui à faire ce que je fais et être heureux surtout. C'est ça le but de la vie. C'est exactement ça. C'est d'être heureux. Exactement. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La question, la problématique même, je dirais, c'est pourquoi j'attire toujours le même type d'homme. Alors Kevin, est-ce que dans tes coachés, tu as eu des femmes qui ont eu cette problématique? Je pense peut-être même toutes. Alors dans mes coachés, mais aussi dans quasiment toutes les personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux, c'est la question qui revient le plus. Pourquoi est-ce que j'attire systématiquement les mêmes hommes? Ça, c'est quand on est poli. Bien sûr. Sinon, c'est pourquoi est-ce que j'attire tout le temps les mêmes C+. Alors évidemment que c'est un vaste sujet, mais je me rends compte avec évidemment plus d'expérience, d'expertise, d'analyse de toutes les femmes que j'accompagne, que souvent en fait, on veut avoir avant même d'être et de faire. Et ça, c'est la plus grosse erreur dans une relation. C'est-à-dire qu'on veut quelqu'un alors qu'on n'est pas nous-mêmes et qu'on n'est pas en capacité de faire. Je dis souvent, la relation la plus importante de toutes, c'est celle avec soi-même. Avant d'être dans une relation épanouie, avant de trouver la bonne personne, déjà soyons la bonne personne pour soi. Ce qui est peut-être, encore une fois, la chose la plus difficile, hein, c'est aussi ce que j'ai essayé de faire lorsque moi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Mais pour répondre à ta question, du coup, pourquoi est-ce qu'on attire souvent les mêmes hommes? Souvent parce qu'on sait pas qui on est. Souvent parce qu'on a de l'ordre de l'inconscient, des blessures, des schémas émotionnels que l'on répète. Soit ce qu'on a connu enfant à la maison, soit des traumas, soit la relation avec soi, on n'a pas assez confiance, on n'a pas assez d'estime de soi, etc., etc. Et c'est ce qui fait que on est attiré en fait par tout ce qu'on rejette, mais ce qui au fond on est. Je vois. Je sais pas si c'était clair. Si, c'est très clair parce que moi je sais que dans mes relations précédentes en tant que femme, combien de fois j'acceptais des choses dans mes relations et c'est ce qui me faisait au bout d'un moment exploser. Et aujourd'hui je les remercie, mais c'est quand on pose pas ses limites, qu'on ne les connaît pas. Exactement. C'est ça le problème, c'est que on accepte tout par amour. Et le problème c'est que derrière, comme tu l'as très bien dit, je pense qu'il y a des masques qui se créent et on croit être cette personne-là, on croit aimer la personne. Et je dirais toujours, et mesdames, écoutez bien, est-ce que vous êtes vraiment amoureuse de la personne ou est-ce que vous êtes amoureuse du potentiel de la personne, de ce qu'elle peut vous apporter? Tellement vrai. Et moi, je remercie ma deuxième relation que j'ai eue, sérieuse. On t'embrasse, merci à toi. Parce que ça m'a permis de comprendre que j'étais amoureuse de son potentiel et pas de la personne qu'il était. Il avait énormément de problèmes à traiter et moi j'avais envie de le sauver, alors que non, même lui-même il ne voulait pas. Donc on peut pas vouloir de quelqu'un ce qui lui ne veut même pas pour lui-même. Clairement. Et quelqu'un qui est dans le déni d'ailleurs, tu peux pas l'aider. C'est ce que je dis aussi aux personnes que j'accompagne tous les jours. Quelqu'un qui est dans le déni, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux, tu vas uniquement t'épuiser et tu ne peux pas changer quelqu'un qui refuse d'être changé, inévitablement. Et c'est pour ça qu'en fait on a de pouvoir que sur soi-même, on a d'impact que sur soi-même. C'est-à-dire que même en tant que parent, on n'a pas d'impact direct sur le bonheur, l'épanouissement, la paix de la personne. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est pas pour autant que ça aura un impact direct. Bien sûr. Donc on a d'impact que sur soi-même et c'est important de notifier. Et on n'est pas non plus responsable des réactions des autres. Ça aussi c'est important de le rappeler. Et l'interprétation aussi. Donc je te rejoins. Ne pas savoir poser ses limites, la peur du rejet. La peur de la solitude aussi, c'est un vrai sujet. Souvent on accepte justement le minimum de ce qu'on devrait, tout simplement parce qu'on a peur d'être seul, on a peur que la personne parte, l'espoir qu'on a mis dans une relation s'arrête du jour au lendemain. Carrément. Mais parfois il faut juste comprendre que toutes les relations ne sont pas faites pour durer toute la vie. C'est ça. Et c'est simplement des étapes dans ton parcours, regarde. T'en es la preuve. Maintenant je suis dans la plus belle de mes relations, mais j'ai eu 2 flops avant, donc sachez-le. Jamais 203 du coup. Jamais 203. Non, pas ça. On verra. Alors ensuite, pourquoi selon toi, il y a beaucoup de femmes, parce que tu as quand même dit que, allez, 90% c'est pour ça, mais pourquoi nous les femmes, on se matrixe comme ça, à avoir ces schémas répétitifs selon toi? Alors déjà d'une, ce qu'il faut noter, c'est que vous êtes beaucoup plus fortes que nous les hommes.
Ok. Ça, c'est vrai. Sincèrement, c'est vrai. Je parlais de déni juste avant. Les hommes, ils ont beaucoup d'ego et ils sont beaucoup dans le déni. Donc, c'est plus souvent des femmes, justement, qui remarquent ce genre de schéma ou qui remarquent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur relation, etc. Les hommes, eux, souvent, ils n'ont pas envie de le voir. Donc, en fait, déjà d'une, c'est pour ça que souvent la clientèle, c'est beaucoup plus de femmes. Parce qu'elles ont cette intelligence émotionnelle et cette capacité, non pas que les hommes n'en ont pas, mais elles ont cette intelligence émotionnelle et cette capacité de se remettre en question et de se dire que si les schémas se répètent, bah, c'est peut-être aussi que moi, je fais quelque chose. Alors qu'un homme, très souvent, et j'en fais partie, très souvent en général, il va se dire non, non, c'est de sa faute, c'est elle le problème, c'est... Attention, je fais pas de généralité, hein. Bien sûr, je dis très souvent. Est-ce que, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, l'enfance et l'éducation jouent un rôle dans les hommes qu'on attire? Complètement. Dans les hommes qu'on attire et dans la vie que l'on mène inévitablement. Quand dans certains foyers, tu grandis avec l'idée que l'amour c'est souffrir, parce que tu as vu tes parents se détruire, être toxiques, ou alors que, je sais pas, il y a eu des blessures directes, verbales, physiques ou quoi que ce soit, bah forcément en fait tu grandis avec cette idée que pour aimer il faut souffrir, que pour aimer il faut faire plus, que pour aimer il faut donner, que pour aimer il faut te perdre, etc. etc. Et c'est souvent ce qu'on retrouve dans des relations où, comme tu le disais tout à l'heure, on va accepter le minimum parce qu'en fait c'est ce qu'on a vu dans nos foyers, dans les modèles, dans les schémas émotionnels. Et c'est aussi souvent, alors c'est de l'ordre de l'inconscient évidemment, mais c'est souvent ce qui fait que ça se répète et qu'on se dit, purée, le 3, le 4e, le 5e mec, c'est un mec toxique, c'est un mec qui est indisponible émotionnellement, c'est un mec marié, c'est un mec aussi. En fait, c'est souvent inconsciemment ce qu'on a vu aussi dans notre enfance. Je vois. Est-ce que tu penses que aussi c'est plus par rapport au père ou plus par rapport à la maman? Parce que je sais que souvent, tous les problèmes, que là on parle de ce sujet-là, mais tous les problèmes en général, des fois c'est parce qu'il y a des déficits par rapport au rôle de nos parents, le rôle de la maman, le rôle du père. Est-ce que tu penses que peut-être que des personnes, par exemple, qui ont été abandonnées par leur papa, du coup, elles vont attirer que des hommes qui sont pas spécialement disponibles. Utiliser les hommes mariés, par exemple, parce qu'elles vont rechercher un père. Alors, je ne ferai pas de généralité, mais de toute façon, ce qui est inévitable, c'est qu'il y a toujours un schéma. Il y a toujours un lien quelque part. Il faut juste l'identifier, il faut le reconnaître et il faut surtout l'accepter. Parce que l'acceptation, c'est un vrai sujet. On pourra en reparler aussi. Mais souvent, en fait, on est dans le déni. Et ce que je dis souvent, il ne suffit pas de mettre un pansement sur une blessure infectée. Et il faut l'accepter surtout. Et en général, quand on répète les mêmes schémas, c'est souvent que, forcément, tu as entendu cette phrase, je me suis toujours juré de ne pas être comme ma mère et finalement, je deviens exactement comme ma mère. C'est en fait de l'ordre de l'inconscient. Donc on répète ce que l'on voit à la maison, ce que l'on reproduit de nos parents. Quand on a manqué d'un père, forcément, on veut... on comble un désir auprès d'un homme. Quand on a, il y a aussi le sauveur, ces choses-là, la peur du rejet, etc. Qui font qu'on est une autre personne. Selon toi, quelle est la première action concrète à faire pour briser ce fameux cercle vicieux? C'est dingue, parce qu'en fait, j'anticipe tes questions. C'est très drôle. La première chose à faire, encore une fois, c'est de reconnaître, c'est d'identifier, de reconnaître et d'accepter. Après, pour pouvoir vraiment aller plus loin, forcément, il faut faire un travail sur soi. Donc, une introspection, comprendre pourquoi est-ce que ces schémas se répètent. Donc, ça nécessite de creuser en profondeur, souvent, évidemment, à l'enfance. Mais parce qu'en fait, on peut pas essayer de changer si on ne sait pas d'où on vient et ce qui provoque justement ce schéma ou quoi que ce soit. Donc, la première chose, c'est vraiment de reconnaître, d'identifier, d'accepter. Moi, si je peux me permettre, tu me diras, parce que c'est quand même toi qui es spécialisé. Allez en thérapie, mesdames. Vraiment, complètement. Vraiment. Et même si des fois ça passe pas avec, alors peu importe le professionnel que vous choisissez, si ça passe pas, c'est pas grave, vous changez. Vous restez pas avec la personne qui, si jamais ça vous correspond pas. Moi, j'ai fait je sais pas toi, mais moi, quand tous les coachings que j'ai fait, les thérapies, je suis allée faire des stages à Londres. Enfin, j'ai fait plein de choses. Et des fois, ça passait absolument pas. Et tout de suite, de se remettre en question et se dire bon, c'est pas grave, je switch, je vais faire une autre méthode. Mais je suis d'accord. Comme dans une relation de couple, une relation amicale ou quoi que ce soit, pour travailler avec quelqu'un et vraiment pouvoir te libérer, te sentir écouté et à ta place, il faut forcément qu'il y ait une connexion avec la personne avec qui tu travailles. Donc évidemment, il faut être en capacité de se faire accompagner. C'est pas mal de se faire accompagner, au contraire, c'est ce qui souvent va permettre justement de reprendre le contrôle de sa vie émotionnelle, reprendre le pouvoir, comme j'aime bien le dire. C'est vrai. Sans quoi, encore une fois, on va ne faire que répéter de manière inconsciente les mêmes schémas sans arrêt. Et là, on va se dire, ouais, mais j'attire que les mêmes cons, etc. Enfin bref, t'as compris l'idée. On est d'accord. Alors, est-ce que tu as des conseils pratiques que tu donnerais
justement à ces femmes pour changer cette dynamique? Au-delà de la thérapie, Ouais. je revenais sur ce petit triangle là dont je te disais, c'est en fait, avant de savoir ce que l'on veut, quel type d'homme on veut avoir dans la vie, il faut déjà savoir qui l'on est. Et donc c'est hyper important. On peut le faire de plein de manières, mais pour savoir qui l'on est, forcément, il faut faire des choses qui sont inconfortables, il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui nous font peur aussi, comme se lancer sur les réseaux sociaux. Et il faut pas hésiter à se faire accompagner. Il y a des professionnels, il y a des gens qui le font bien mieux. Et surtout, il y a en général une dynamique qui est mise autour de ça pour leur permettre, je le vois un peu comme un voyage d'une vie, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est un truc qu'on devrait nous apprendre à l'école d'ailleurs, qu'on ne fait pas, qu'on ne nous apprend pas, mais au bout d'un moment, il faut nécessairement le faire. Donc, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte, faut pas culpabiliser. Et il faut juste le faire, donc oser. Ok, super, merci. Est-ce que tu aurais eu un exercice simple pour que nos auditrices puissent faire dès aujourd'hui pour enfin attirer une relation saine? Alors, je peux t'en donner un, mais encore une fois, il est à prendre avec des pincettes parce qu'avant de faire cet exercice, il faut encore une fois d'abord savoir qui l'on est. Ouais. Okay. Mais tout simplement l'exercice de ce que je veux, ce que je ne veux plus. Déjà d'une dans ma vie, pas forcément dans les relations, mais de quoi j'ai envie. Tu vois, je veux plus me lever pour faire quelque chose que je n'aime pas. Je veux plus d'être avec une personne qui ne me respecte pas, qui ne me donne pas d'attention. Je veux plus ne plus m'épanouir dans ma vie, etc. Donc en fait, bon, je veux plus, mais aussi il y a je veux. Mais il y a aussi je peux plus, donc je ne peux plus et je peux. Pour aussi savoir où est-ce que tu peux doser tes limites et après savoir en fait quand tu as identifié des choses, ce que je veux, ce que je veux plus, demande-toi déjà est-ce que toi tu es cette personne? Je veux du respect dans ma relation. Est-ce que toi tu te donnes du respect? Je veux de l'attention. Est-ce que toi tu te donnes de l'attention? Et encore une fois, on arrive dans ce triangle qui est être, faire, avoir. Avant d'avoir, sois déjà cette personne. Et une fois que tu es la bonne personne pour toi-même, tu seras en capacité d'accueillir la bonne personne pour toi, mais uniquement dans ce sens. Ok, top. Ben merci. Ben, je t'en prie. Maintenant, on va peut-être passer à la partie des questions des abonnés. Ouais. J'ai eu énormément de questions. Je savais pas quoi faire. Ah cool. J'en avais partout. J'en avais même sur mon compte perso. J'avais partout. J'ai même des copines qui m'ont dit c'est quoi le sujet? Et elles m'ont fait des pavés comme ça. J'ai dit bon les filles, tranquille. On n'a pas 2 heures devant nous. Donc on pourrait. Mais c'est pas grave, on en fera un autre. Voilà, on en fera un autre ou elles iront te les poser en privé. Ouais, pas de problème. On fera un live. On fera un live. Ah ouais, carrément. Voilà. Ça ferait on fera un live et comme ça on répondra à la question. Trop bien. J'aime beaucoup l'idée. Alors, première question. Comment attirer une relation alignée avec mes valeurs et mes besoins? Ça revient pareil. Quelles sont tes valeurs? Ouais. Quels sont tes besoins? Souvent on dit non mais je sais ce que je veux. Non, tu sais ce que tu ne veux plus. Je sais que je veux pas d'un mec qui me parle mal, je veux pas d'un mec qui ne m'amène jamais. Ouais, donc tu sais ce que tu ne veux plus, mais qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin exactement? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui te fait kiffer? C'est ça qu'il faut savoir. Avant de savoir ce que l'on veut atteindre comme objectif, il faut déjà savoir qui l'on est, ce que l'on veut, etc. Donc c'est très très important de pouvoir à la fois poser sur papier, mais aller à la découverte de nous-mêmes. Top. Pourquoi ai-je du mal à couper les liens? Ah, j'adore ça. À couper les liens, même si je sais que cette relation ne m'apporte pas ce que je mérite. Ah, c'est une bonne question ça. Elle est bien celle-là. Pourquoi? Alors, soit parce qu'il y a un schéma de dépendance affective. Donc, dépendance émotionnelle, c'est on attend de l'autre en fait qui comble un manque que l'on a. Soit parce qu'on a mis trop d'espoir dans une relation et qu'on est trop attaché à cette relation et qu'on se dit ouais mais il va changer quand même. Ouais, mais... Ou alors soit parce qu'on fait des compromis. Et je le dis, je le répète, jamais de compromis ni de concession en ce qui concerne votre bonheur. Une relation, le principe d'une relation, c'est de trouver un équilibre. Une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, c'est de trouver un équilibre. Par contre, on ne fait pas de concession. Si ça coûte à ton bonheur, à ton épanouissement, non, on n'en veut pas. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais... Parce que pour les personnes qui n'arrivent pas à couper le lien. Voilà, exactement. Donc en fait, c'est souvent parce qu'il y a un schéma de dépendance ou alors parce qu'on a peur du rejet et surtout peur de la solitude. Je te l'ai dit, ça c'est un vrai sujet. Donc on se dit, bon bah plutôt que d'être seul, bah en fait je vais accepter le minimum que ce que je mérite. Bien sûr. Donc plutôt que d'avoir 100% d'amour, 100% d'attention, de bienveillance, etc., bah, je vais peut-être accepter 20% et je vais m'en satisfaire. Alors que non, non, on n'accepte pas. Je vois. Pourquoi ai-je l'impression de ne pas pouvoir le laisser partir, même quand je souffre? Voilà, ça rebondit. Hein. Ouais, c'est pareil, ça rebondit aussi. On n'a peut-être pas assez confiance en soi et pas assez d'estime de soi. Ça, c'est deux sujets qui sont étroitement liés, malgré qu'ils aient une définition quand même différente. Mais moi, je dis souvent, le schéma de dépendance affective, c'est
Ce sont des gens qui en général donnent beaucoup et qui se perdent, qui s'oublient dans leur propre vie. Mais c'est souvent, je fais pour toi, je donne, souvent à l'excès, dans l'espoir que tu puisses me donner en retour ce que moi, je ne me donne pas. Ouais. Donc c'est hyper important déjà encore une fois, d'apprendre à savoir qui l'on est, etc. De poser des limites, de faire énormément de choses pour soi en priorité. Alors je le dis, je le répète, mais la priorité, être égoïste, c'est vu comme quelque chose de négatif, de péjoratif, mais c'est juste vital en fait. Je le dis souvent aux personnes que j'accompagne, si vous êtes à un repas et qu'il y a à manger sur la table et que vous ne mangez pas, vous mourrez. Donc de manière très égoïste, il faut que vous vous nourrissiez de cette nourriture, mais ça vaut de la même manière avec l'attention, l'amour, le respect, etc. Et c'est parce que vous vous donnez que vous êtes en capacité de donner. Et à ce moment-là, on n'est plus dans un schéma de dépendance et on ne cherche plus à combler un manque ou quoi que ce soit. Oui, parce que du coup, ce manque, en fait, du coup, on se le donne à soi, enfin, on se le donne, on va se nourrir et responsabilisez-vous. Vous devez vous responsabiliser. Vous devez, il y a une phrase qu'elle m'avait dit, alors peut-être un peu perché, désolé, c'est mon côté spirituel. Vous êtes votre propre mère et vous êtes votre propre père. D'accord? Votre papa doit vous apporter la confiance en soi, votre maman vous apporte l'amour. Si jamais il y a eu un déficit, vos parents, ils ont fait peut-être de leur mieux. C'est OK. Et c'est à vous maintenant d'être conscient que vous n'êtes pas fautif de ce que vous avez accueilli. Par contre, vous êtes responsable de changer les choses ce que vous allez faire. Pour aller mieux, pour attirer enfin quelqu'un de sain dans votre vie, mais surtout d'être avant tout sain avec soi-même. Et ça fait partie de la responsabilité. J'adore ce mot. Je rebondis, c'est drôle parce que je l'utilise sans cesse. Le principe de responsabilité, il est hyper important parce qu'il ne suffit pas de venir à un coaching, à une thérapie pour aller mieux. Ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à répéter les efforts, à mettre des actions concrètes dans votre vie. Et c'est vraiment les petits pas répétés qui vous permettront de parcourir une grande distance. Il ne suffit pas de venir à un entraînement de foot pour savoir jouer au foot. Non, il faut pratiquer. C'est pareil avec la thérapie. Bon, j'ai pris un sujet assez assez masculin, mais on le comprend quand même. Pareil pour la danse, je prends un stéréotype parce que moi je suis une danseuse. J'ai dansé depuis mes 8 ans jusqu'à mes 26. Voilà, je savais danser. Il ne suffit pas de regarder quelqu'un danser pour savoir danser. Exactement. C'est pareil. Parfait. Ensuite, comment poser mes limites sans avoir peur de perdre l'autre? Alors déjà, si on n'est pas capable de poser ses limites, c'est qu'on manque de confiance en soi. C'est qu'on manque d'estime de soi. Et donc, c'est souvent qu'on a tendance à trop donner. Et quand on donne trop, c'est qu'il y a un déséquilibre dans la relation. C'est qu'on a peur justement que la personne parte et donc on n'a pas assez confiance en soi. Donc encore une fois, la première chose, avant de pouvoir poser ses limites, c'est toujours de gagner en confiance, de savoir qui l'on est, etc. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois, mais c'est important. J'espère que ça rentrera, cette notion quand même. Mais surtout, il y a un exercice que moi j'aime bien faire, c'est l'exercice du non, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas dire non, donc poser ses limites. C'est important de pouvoir, par exemple, vous lister les 20 choses pour lesquelles vous avez du mal à dire non et qui vous coûtent réellement, si c'est dire non à un Big Mac, mais vraiment qui vous coûtent. Et vous commencez par donc vous les classez de 1 à 20 par ordre de difficulté, donc les premières difficiles, les dernières plus faciles. Et vous commencez par les difficiles. Et vous commencez à dire non, sans besoin de justifier, sans rentrer dans un débat ou quoi que ce soit. En fait, vous allez déjà passer un message à vous-même qui est de dire que personne n'est mort, la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner et même la personne en face l'a peut-être même pas mal pris. Bien sûr, Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez été capable d'exprimer vos besoins et d'exprimer vos attentes. Moi je dis toujours, personne ne vous en voudra jamais de dire ce que vous avez sur le cœur. Personne ne vous en voudra jamais d'être honnête avec l'autre. Par contre, si la personne vous en veut d'être honnête, c'est peut-être que c'est pas la bonne. C'est peut-être qu'elle ne vous aime pas comme elle le mérite, etc. Donc, pour apprendre à dire non, à mettre des limites, cet exercice est intéressant. Et c'est surtout conscientiser. Ok, j'ai dit non, mais comment est-ce que je me suis senti? Est-ce qu'il y a eu un changement? Est-ce que je suis fier de moi? Est-ce que ceci, cela? Ok, trop bien. Exercice au top. Il me reste 2 questions à te poser. Donc, la première, c'est que qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme n'ont pas le bon timing? Quand un commence vraiment à s'accrocher, l'autre s'éloigne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai compris moi ce que… C'est un vrai sujet. Il y a, je pense, on peut la diviser en 2 catégories cette question. Il y a à la fois le fait qu'il faut déjà savoir guérir de ses blessures, savoir se retrouver, se reconnecter à soi avant de pouvoir entamer une relation, parce que sinon, encore une fois, on est dans un schéma de dépendance affective. Pour pouvoir être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. Moi, je dis souvent, une relation épanouie, c'est je suis bien avec moi-même, tu es bien avec toi-même, soyons encore mieux ensemble, plus heureux ensemble. Mais sinon, s'il y en a un des deux qui ne l'est pas, forcément, il va y avoir un déséquilibre dans la relation. Donc,
il y a souvent des personnes qui ne sont pas encore totalement guéries et qui ont besoin de temps, alors que la personne en face, elle a justement, elle est prête, elle a envie de se lancer dans cette relation. Et donc forcément, la personne va s'éloigner pour ne pas prendre le risque, soit de ressouffrir. Et ça va dans les deux sens, les hommes, les femmes, évidemment. La deuxième, c'est la pression qu'un homme peut avoir à l'idée de perdre, alors ce qui est totalement ridicule, mais dans l'inconscient de l'homme, il se dit que se mettre dans une relation, c'est perdre son indépendance, c'est perdre sa liberté. Alors ce qui n'est pas du tout le cas, parce que être un couple épanoui, c'est justement se laisser la liberté déjà de s'aimer soi-même, mais de s'aimer ensemble. Et c'est ce qui fait qu'un couple fonctionne. Mais dans l'instinct de l'homme, il va se dire, dès qu'il va ressentir un peu trop de pression, il va se dire je perds le contrôle de la relation, de ce que je suis en train de vivre. Et donc du coup, pour être sûr de rester dans cette indépendance, je vais prendre du recul, je vais prendre de la distance dans cette relation. Il y a une troisième sous-catégorie que je vais quand même donner, c'est qu'il y a quand même, qu'on le veuille ou non, un instinct primaire chez l'homme qui est l'instinct animal. Et lorsque un homme sent que c'est trop facile ou acquis, il va s'éloigner de la personne, donc du date, de la personne avec qui il est ou quoi que ce soit, parce qu'il a justement ce besoin de se relancer un nouveau défi. Et on a ce qu'on appelle l'instinct du super-héros. L'instinct du super-héros. En fait, pour qu'un homme se sente bien dans une relation, il faut qu'il se sente valorisé et il faut qu'il sente qu'il est utile à la relation. Donc, en fait, il faut qu'il sente qu'il apporte quelque chose à la personne. Et c'est souvent ce qui fait que dans des femmes trop indépendantes, trop exigeantes, alors attention, c'est bien d'être exigeante, c'est bien de savoir ce que l'on veut, etc. Mais il y a des hommes justement qui n'arrivent pas à être en couple avec des femmes qui sont trop indépendantes parce qu'ils ressentent qu'ils ont rien à leur apporter, ils se sentent pas utiles, ils se sentent pas valorisés dans la relation. Et la manière que l'homme a d'aimer et la manière que la femme a d'aimer est complètement différente. L'homme a besoin de savoir, ok, je fais quelque chose pour toi, tu es bien, je t'apporte quelque chose, une sécurité émotionnelle, une sécurité financière, une sécurité physique, peu importe. Du coup, ça va me donner encore plus l'envie de t'aimer. Mais et inversement, la femme, elle va plus se baser sur les actions. Quand un homme va prouver les choses, elle va se dire ok, c'est le bon. Et du coup, il m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance, il m'a prouvé que je pouvais être bien dans cette relation. Et on a une manière complètement différente d'aimer l'un et l'autre. Mais bon, c'est aussi ce qui fait la beauté de la psychologie masculine et de la psychologie féminine. C'est l'équilibre entre les deux qui fait que c'est beau une relation. Tout est une question d'équilibre. Et d'ailleurs, mesdames, si vous n'avez pas encore lu ce livre, lisez le livre Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Incroyable. En fait, moi, à partir du moment où j'ai lu ce livre, j'ai totalement compris mon mec. C'est incroyable. Et ça permet justement de comprendre cette balance et que ces différences font qu'on s'unit aussi et qu'on puisse comprendre un peu le fonctionnement de l'un. Et même messieurs, s'il y a des hommes qui regardent ce podcast, à l'inverse, lisez-le pour comprendre vos femmes. Est-ce que tu as compris uniquement sur les hommes ou est-ce que tu as aussi compris sur les femmes? Ah, sur moi aussi. Ah, ok, ça me rassure. Si, j'ai compris sur moi. Ça me rassure. Il n'y a pas que sur les hommes, j'ai compris également sur moi. Même des choses que je me cachais, vraiment, où j'osais pas être… En fait, évidemment, j'ai compris des choses sur les femmes, mais c'est surtout que j'ai pris du recul sur comment les hommes agissaient et ce que j'étais dans le déni, encore une fois je l'ai dit, les hommes sont beaucoup dans le déni et donc du coup ça m'a permis de peut-être mieux comprendre les hommes que davantage les femmes. Bien sûr. Et puis c'est beau ce que je viens de dire. Magnifique. C'est pas mal. Et surtout ces schémas inconscients qu'on a à l'intérieur, qu'on ne se rend pas spécialement compte. Exactement. Et c'est en lisant que ça nous permet de voir tout ça. Trop bien, dernière question. Allez. Les relations à distance peuvent-elles fonctionner selon toi? Et ça, c'est assez personnel. Alors, parce que ça dépend. Ce n'est que mon avis que je vais donner, d'accord? Ça m'appartient uniquement. Alors, je pense qu'une relation à distance peut fonctionner lorsqu'il y a eu, avant ça, une relation physique. Ok, oui. C'est-à-dire que un couple qui a appris à être ensemble, à se connaître, à s'aimer, à se prouver aussi les choses, à avoir un équilibre, peut, à un moment donné, avoir une relation à distance. Néanmoins, pour qu'une relation à distance puisse fonctionner, il doit y avoir une date butoir. Oui, bien sûr. S'il n'y a pas d'échéance, c'est très compliqué. Parce qu'en fait, on se rattache finalement à quelque chose. Et si c'est flou, et si on ne se dit pas que dans un an, ça va revenir à la normale ou dans 2 ans, peu importe, on va vivre un peu dans cet espoir, dans cette chose qui est un peu, qui est pas palpable finalement. Bien sûr. Donc, je pense que ça peut fonctionner s'il y a déjà eu relation avant et s'il y a une échéance. Par contre, une relation naissante sur la distance, ça me paraît quand même compliqué. Parce que tu as besoin d'être au contact de la personne, le contact physique, le contact visuel, le contact émotionnel, enfin un certain nombre de choses. Tu vas sentir aussi la personne. Bien sûr, Et donc, si une relation est naissante, je pense que c'est compliqué pour qu'elle puisse tenir à distance. Après, ce n'est que mon avis. J'aimerais bien avoir le tien d'ailleurs.
Alors moi, je suis une experte en relations à distance. Bah, j'ai bien fait de te poser la question. C'est pour ça que c'est marrant dans ce que tu dis, il y a des trucs qui me font écho et d'autres pas du tout. Mais c'est ok parce que j'adore avoir moi les avis des autres. Ma première relation a été à distance, j'étais à Toulouse, j'étais à Paris. Ok. Voilà. Mais il y avait quand même, je te rejoins là, il y avait ce truc de on se rejoindra quand j'aurai eu mon bac. Une échéance. Il y avait une échéance, comme tu disais. Donc, et c'était ma première relation en plus. Donc j'étais jeune en plus, donc c'était vraiment tout de suite de se retrouver là-dedans. Il y avait ça. Ok. Donc j'avais pas mis ce même niveau de distance dans la relation. Pour moi, relation à distance, c'est genre l'autre il est dans un pays et l'autre dans un autre pays, tu vois. Mais effectivement, il y a aussi relation à distance dans un même pays. Dans un même pays et alors, dans un pays différent. Je l'ai vécu aussi avec mon copain. C'était aussi un succès. Et c'est un succès. Je l'aime de fou. Accepter la situation aussi. De peur qu'il m'abandonne, mais en même temps sans trop savoir. Tu sais, il y avait cette latence comme ça où je me disais, ben non, ça va finir par. Et c'est ce qui s'est passé. Ça a fini. Mais parce qu'il y a eu aussi, il y avait beaucoup de confiance. J'avais déjà beaucoup confiance en moi. J'avais déjà fait un gros travail sur moi. Donc j'avais confiance en moi, j'avais confiance en lui. Et dès le départ, il y avait des bases qui avaient été posées, des limites. On savait où est-ce qu'on allait. Moi, je me rappellerai toujours de mon copain qui m'avait dit, si on se met ensemble, c'est pour du long terme. Si il m'aurait dit, bah je sais pas, ça on donne voit. confiance déjà. Bien sûr. Voilà. Donc du coup, je pense qu'une relation à distance peut fonctionner, mais comme tu dis, avec une date butoir, avec des limites posées et avoir confiance en soi pour avoir confiance en l'autre. Ouais, et toujours la notion d'équilibre. Et là, pour le coup, la notion d'équilibre, c'est on est ensemble physiquement, mais je suis ensemble, enfin, je suis moi-même avec moi-même dans ma solitude, etc. Je suis bien. Pour que ça puisse fonctionner. Je reviens sur la notion d'acceptation parce que on n'en a pas parlé. Et pour moi, c'est hyper important. Parce que les gens, souvent, quand tu parles d'acceptation, ils disent « Ah non, j'accepterai jamais ». Les gens font l'amalgame entre accepter et pardonner. Oui. Et quand je dis que l'acceptation, c'est la première étape du processus, il ne peut pas y avoir de processus de guérison si tu n'acceptes pas. Je reviens sur la blessure infectée. Il ne suffit pas de mettre un pansement pour aller mieux. La blessure, elle fera mal. Elle t'appellera et il faudra inévitablement que tu prennes soin. L'acceptation, c'est pour soi. C'est pour te donner la possibilité déjà de te libérer d'un poids. Bien sûr, c'est te donner la possibilité de te reconnecter à toi et de te reconstruire. Mais c'est certainement pas forcément pardonner. Bien que c'est aussi important de savoir pardonner. Bien sûr, Dans certains cas, c'est plus difficile que d'autres. Mais c'est important pour moi de rappeler parce qu'encore une fois, même lorsqu'on entreprend une thérapie, peu importe un coaching, peu importe, un voyage, c'est hyper important justement d'accepter et de comprendre que c'est pour soi qu'on accepte, c'est pas pour les autres. Voilà, c'est tout ce que je veux rajouter. Magnifique. Très belle conclusion. Je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Pour tes conseils, pour tout ce que tu as partagé. C'était un plaisir. C'était pertinent, juste. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on peut travailler même avec toi si on a l'envie? Si les auditrices ont envie. Tous les mardis et jeudis soirs au théâtre de la bonne non, je rigole. Non, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux évidemment. Kevin Ben, tout simplement. Alors, je suis sur Instagram. Je me lance sur YouTube. Et d'ailleurs, je ferai très certainement appel à toi. Oui. Je me lance sur YouTube parce que j'ai envie de pouvoir développer du contenu plus long. Aussi parce que je me suis découvert dans cette passion de délivrer, d'impacter, de partager. Et j'aime ce que je fais et donc je voudrais le faire d'une autre manière. Donc sur les réseaux sociaux principalement. Et pour toutes celles qui souhaiteraient se faire accompagner, elles peuvent me contacter. C'est important pour moi d'être connecté avec les personnes que j'accompagne. On a parlé de cette notion de connexion, bien sûr, notamment dans la thérapie, dans ce que tu as dit. Mais ça doit aller dans les deux sens parce que c'est un engagement mutuel. Je me donne à fond, mais elles doivent aussi se donner à fond. Je rappelle qu'il ne suffit pas de venir dans un coaching pour aller mieux. Et je me ferai une joie de pouvoir échanger avec elles pour voir si on peut travailler ensemble et s'il y a nécessité de travailler ensemble déjà d'une. Oui, c'est clair. Top. Ben, merci beaucoup. Merci en tout cas. On cool. mettra en bio ton lien, tous tes réseaux sociaux. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à bientôt. Prenez soin de vous.